Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans ce marathon ludique numéro 7, un petit marathon ludique comme ça sur 3-4 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette fois-ci? On a eu pas mal de jeux pour enfants, mais on a eu aussi des jeux pour adultes et de très bons jeux pour adultes. J'ai eu d'énormes coups de cœur lors de ce marathon. Alors, il y a deux jeux dont je ne pourrai pas vous présenter les boîtes tout simplement parce que je ne les ai pas en ma possession, donc je vais essayer de ne pas les oublier. Et c'est pour ça que je vais commencer tout de suite par l'un d'entre eux, il s'agit de Croque-Carotte. Alors, Croque-Carotte, qu'est-ce que c'est Croque-Carotte? C'est un jeu pour les enfants qui est très connu, que mes enfants connaissent par cœur, mais alors moi je l'ai découvert là tout simplement ce week-end. Le week-end avant le tournage de cette vidéo, hein, ce qui n'est pas forcément ton week-end. Croque-Carotte, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un jeu de loi en relief, voilà, avec un magnifique paysage, et donc on va avoir une équipe de lapins qui va essayer de grimper jusqu'au sommet d'une montagne. Donc on va pas avancer avec un dé, on va avancer au tirage de cartes, donc on peut avancer de 1, 2 ou 3 cases, et puis au sommet de cette montagne il y a une énorme carotte, et donc de temps en temps certaines cartes vont nous demander de tourner cette carotte, et donc ça va déclencher des pièges sur le chemin des lapins. Donc il y a des barrières qui vont nous pousser dans un toboggan, qui vont nous faire descendre plus bas, il va y avoir une top qui va nous faire sortir de la montagne. Il va y avoir surtout des trous qui vont se dérober sous nos pieds et donc on va perdre un lapin. Alors voilà, c'est un jeu vraiment basique, il n'y a aucun intérêt ludique, c'est vraiment voilà pour les tout petits enfants qui veulent un petit peu de fun autour d'un jeu de loi amélioré. C'est un jeu qui semble avoir beaucoup de succès, mais voilà, c'est pas un jeu qui va révolutionner votre vie de joueur. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le Petit Poucet qui est là également. Alors à la fois un jeu pour enfants et pas forcément, parce que c'est un jeu auquel vous pouvez jouer entre adultes sans aucun problème. C'est un memory très amélioré. Je tiens la boîte à l'envers, voilà, c'est mieux comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez incarner le Petit Poucet et ses frères qui sont perdus dans la forêt. Et vous le voyez ici au dos de la boîte, eh bien vous avez le plateau de jeu tout simplement. Donc vous, eh bien votre groupe est représenté par la lanterne qui va, donc vous avez un petit jeton lanterne en fait qui va pouvoir avancer le long du sentier. Le but du jeu c'est de rejoindre ici la chaumière des parents bien entendu qui vous ont perdu en forêt et qui vont devoir vous nourrir à nouveau. Et donc à chaque étape ici que vous voyez sur le chemin, eh bien tout simplement il va falloir essayer de ne pas vous perdre. Alors il y a autour de la table l'un des joueurs qui représente le guide et qui va sortir comme ça 3 cartes en fait de sa main. Et donc vous au milieu de la table, eh bien vous avez de gros jetons comme ça qui représentent les lieux tirés par le guide. Bien sûr ces jetons sont face cachée et donc il va falloir retrouver le lieu en question. Alors au début c'est à peu près facile, puis ça se corse au fur et à mesure où vous avancez sur le sentier, puisque tout simplement il va y avoir des étapes ici où vous allez rajouter eh bien des lieux au fil de la partie, 1 puis 2 ensuite, et puis surtout à chaque fois que vous allez réussir un tour de jeu, eh bien le guide va devoir échanger des jetons de place, et donc des échecs il faudra pas en faire plus de 6 ou 8 dans la partie, je sais plus, parce que sinon vous allez vous faire bouffer par l'ogre tout simplement. Alors c'est un jeu qui est très beau, hein, c'est un jeu libellule, donc forcément les illustrations sont au poil, c'est vraiment magnifique, les lieux sont vraiment à tomber. C'est un excellent jeu coopératif, c'est un excellent memory comme ça si vous voulez jouer avec les enfants, mais je vous dis vous pouvez même jouer entre adultes, il n'y a aucun souci, hein, vous laissez pas avoir par le thème forcément enfantin, vous sortez ça à l'apéro avec des copains, vous ferez pas la soirée dessus, mais sincèrement vous pouvez faire une partie sans aucun souci. Il y a des petits items dans la boîte qui vous permettent de solliciter les autres joueurs autour de la table pour qu'ils puissent vous aider lorsque c'est à vous de désigner le lieu en question. Voilà, il y a des petits pouvoirs spéciaux, c'est très bien fait, moi je vous le recommande si vous cherchez comme ça un jeu de memory sympa. Alors ensuite ici on a encore un autre conte, les 3 petits cochons, cette fois-ci la boîte est bien dans le bon sens, c'est une boîte qui est également très jolie, je sais pas si vous vous souvenez de cette collection de boîtes là chez Purple Brain, qui était magnifique, c'était le premier tome, hein, voilà, que vous pouvez ranger dans une bibliothèque, voilà, ça ressemble à un livre, c'est très sympa, ça s'ouvre comme ça, voilà, hop, et dedans il y a le conte, il y a le jeu qui va avec. Les 3 petits cochons est un très bon jeu comme ça pour les enfants, pour le coup. C'est un Yahtzee, voilà, tout simplement, c'est un Yahtzee. Alors moi je suis pas fan de la mécanique Yahtzee, c'est un jeu qui est très efficace auprès des enfants, donc vous lancez 5 dés, vous pouvez acheter ici des parties de la maison de vos cochons, donc ça peut être des parties en paille, des parties en bois, des parties en briques, bien évidemment ça coûte plus cher si le matériau est plus solide. Et donc votre lancer de dés va vous apporter eh bien un pouvoir d'achat, et donc vous pouvez décider de garder certains dés de côté, de relancer les autres pour accroître votre pouvoir d'achat et acheter peut-être une partie de la maison plus solide. Le risque bien entendu c'est que vous n'obteniez pas ce que vous vouliez. Il y a des faces loups sur les dés, alors au bout de 2 faces loups en fait vous allez souffler sur la maison des adversaires, donc il y a une petite roue avec une petite flèche là comme ça qui vous permet, hop, vous soufflez dessus, ça désigne en fait un matériau et vous allez souffler par
exemple toute la paille chez l'adversaire, tout simplement. Voilà, c'est un jeu qui est très malin, vous pouvez scorer sur plein de trucs, le nombre de maisons que vous avez construites, la maison la plus haute, le nombre de pots de fleurs contenus sur les maisons, la première maison en paille, en briques ou en bois finie. Bien sûr, chaque étage aussi va rapporter un nombre de points en fonction du matériau utilisé. Donc voilà, vous pouvez apprendre avec ce jeu déjà à vos enfants qu'il y a plein de manières peut-être de gagner un jeu, de scorer, qu'il y a peut-être plusieurs objectifs à suivre. Alors bien entendu, ce sera pas un jeu pour les tout jeunes enfants, hein, parce qu'il faut comprendre que voilà, il faut de temps en temps relancer le dé pour essayer d'accroître son résultat. Mais voilà, dès 7 ans, honnêtement, ça fonctionne très bien. Et honnêtement, c'est pareil, hein, si vous voulez jouer avec des adultes qui connaissent pas forcément le jeu de société, les initier un petit peu, voilà, à un jeu de Yahtzee un petit peu amélioré, eh bien écoutez, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors après, nous avons, oulala, alors ça, on a ressorti ça du tiroir, du placard, du grenier. C'est Photo Mystère. Photo Mystère, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent, qui savent ce que c'est. Regardez cette photo magnifiquement kitsch au dos de la boîte, avec cette magnifique casquette là, avec ces magnifiques coupes de cheveux. Photo Mystère, eh bien qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous avez cette machine entre guillemets là qui vous permet de glisser des photos à l'intérieur. Alors c'est des photos qui sont comprises dans la boîte bien entendu, c'est pas n'importe quelle photo. Voilà, et donc il y a un plateau de jeu, le guide, là aussi un guide va ouvrir l'un après l'autre en fait les petits volets de la machine, et donc les joueurs vont devoir découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette photo, voilà, et marquer des points. Alors le challenge est pas hyper relevé. Alors bien sûr, il y a des photos sur lesquelles en haut il y a que du ciel, en bas il y a que des pattes, donc tu sais pas de quel animal il s'agit ni rien, et donc du coup ça va durer un petit peu plus longtemps, mais honnêtement il n'y a pas un énorme challenge. Le challenge arrive quand vous rajoutez en fait dans la boîte, il y a des filtres qui sont compris, donc c'est tout simplement des filtres noirs hein, que vous glissez devant la photo, et donc il y a juste des petits trous qui laissent passer comme ça l'image, donc il peut y avoir des carrés, il peut y avoir des étoiles, etc., etc. Et donc là évidemment le challenge s'en trouve relevé, mais c'est vraiment pour moi la seule façon de jouer à ce jeu, parce que sinon je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt. Déjà à l'époque quand on était petit, moi je me souviens que je me faisais chier avec ce jeu, et honnêtement c'est pas un jeu de mémoire qui suscitait l'enthousiasme des enfants autour de la table. Et là je vois qu'avec mes gosses c'est un petit peu pareil quoi. En fait au final, déjà le plateau elles en ont rien à foutre, et tout ce qui les intéresse en fait c'est d'enchaîner les images pour deviner ce que c'est, mais sans les filtres en fait il n'y a aucun intérêt. Donc on met obligatoirement les filtres, même des fois elles mettent les deux filtres les uns sur les autres en fait pour corser encore un petit peu le jeu. Mais sinon, le jeu comme ça en soi n'est pas très intéressant. Voilà. Ici, bon, je vais passer très vite sur celui-ci, vous le connaissez par cœur, c'est Dixit. Il y a une vidéo sur la chaîne, j'en ai déjà parlé dans d'autres marathons ludiques. Là, j'ai alors ma grande fille de 7 ans qui commence, on va dire, à jouer à Dixit. C'est pas si évident que ça à cet âge-là, parce que forcément, tu balances des mots qui sont soit trop évident en fait à trouver, soit trop vagues et donc ne sont trouvés par personne. C'est plutôt, à cet âge-là, c'est plutôt des mots trop évidents en fait, et donc du coup eh ben, ça enlève toute possibilité de victoire pour elle, et donc du coup, même si dans Dixit la victoire est anecdotique, eh bien c'est un petit peu frustrant, on va pas se le cacher. Donc c'est pas pour rien de toute manière qu'il y a marqué 8 ans et plus sur la boîte, c'est parce qu'à mon avis 7 ans c'est encore un petit peu trop précoce pour jouer à ça, même si, voilà, bien sûr que les enfants ont envie d'y jouer parce que les cartes sont superbes, on se raconte des choses, on rentre un petit peu dans l'esprit des gens, on rigole bien autour de la table. Alors Dixit, très rapidement, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, voilà, qui seraient restés enfermés dans une grotte pendant 15-20 ans, eh bien, tout simplement, vous avez des cartes dans votre main, elles sont magnifiques, c'est de magnifiques illustrations de Marie Cardois, et donc là aussi, vous allez avoir un guide, il va choisir une carte, il va vous donner une phrase, un mot, une émotion, une poésie, que sais-je, voilà, qui est censé décrire cette carte, son état d'esprit vis-à-vis de ce dessin. Et donc, tout le monde autour de la table va également choisir une carte en fonction de cette émotion qui a été citée par le guide, et donc, il va falloir que tout le monde retrouve la carte du guide, du conteur, voilà, parmi toutes les cartes sélectionnées autour de la table, tout simplement. C'est du jeu de communication, tout simplement, et vraiment, ça c'est un essentiel à avoir dans votre ludothèque. Si vraiment vous connaissez pas Dixit, foncez quoi. Allez-y, commencez par là même, j'ai envie de dire. Jeu de l'année 2010, jeu de l'année 2010, les amis, ça nous rajeunit pas ça. Alors, ici nous avons Ultimate Warriors. Ultimate Warriors, c'est vraiment le jeu défouloir par excellence, mais qui est pas con hein, quand même, hein. C'est pas un jeu con puisque c'est un jeu de programmation. Mais voilà, au niveau matos, ils ont eu une idée très sympa hein, qui est d'utiliser toute la boîte en fait comme plateau de jeu. Alors vous allez monter ici tout autour des cordes pour faire le ring en fait, et donc vous allez avoir vos combattants ici qui vont se battre au centre du plateau. On peut se battre jusqu'à 8 joueurs, ce qui est quand même énorme. Voilà, c'est vraiment, quand je vous dis, c'est un pur défouloir, c'est vraiment un jeu de battle royale.
le jeu de Battle Royale par excellence pour moi. Donc vous avez dans votre main en fait des cartes représentant votre combattant, et donc sur chaque carte, eh bien, vous allez avoir une valeur en déplacement, une valeur en attaque au corps à corps, une valeur en attaque à distance, une valeur de défense, une valeur d'initiative également. Donc voilà, c'est très complet, et donc tout le monde va jouer sa carte face cachée en même temps, et la phase d'après, eh bien, on va résoudre bien toutes les actions donc par ordre d'initiative. Donc c'est très bon, c'est à la fois stratégique et chaotique, mais de toute façon voilà, c'est un jeu qui de toute manière est une vraie boucherie, je vous le dis. Les personnages sont hauts en couleur, chacun a un nom voilà d'arbre ou d'arbuste, c'est marrant. Moi je trouve que les illustrations sont plutôt pas mal, il y a plein d'attaques, il y a des coups spéciaux et tout, donc on se croirait à la limite vraiment en fait dans un Royal Rumble, voilà, en jeu vidéo tout simplement, et on essaye de pousser le mec hors du ring, sauf que là on essaye de le tuer. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pour le coup, si vous cherchez un jeu comme ça de baston pur et dur, Battle Royale, défouloir avec à pratiquer comme ça jusqu'à 8 joueurs, c'est vraiment le jeu qu'il vous faut. Alors ici on a un jeu sur lequel on va passer extrêmement vite, c'est un party game. Vous devez construire des sandwichs avec certains aliments que vous vous bataillez avec les autres joueurs autour de la table, chose que nous on ne fait pas parce qu'on ne veut pas abîmer les cartes et parce que ça fait mal aux mains, voilà. Mais le but du jeu, ça va être de créer le meilleur sandwich, le plus mauvais sandwich. Après vous pouvez alterner avec, j'en sais rien, des pizzas, des soupes, le plus original des sandwichs, ce que vous voulez, le plus coloré, pourquoi pas. C'est un jeu qui a énormément de succès chez nous parce que on a des filles qui sont un petit peu gourmets, et donc du coup surtout une en particulier, donc elle nous le sort mais quasiment tous les week-ends celui-là. C'est un jeu très très fun, mais je passe très très vite dessus, je vous le conseille. Je pense qu'il est plus vendu dans le commerce celui-là, mais si vous tombez dessus comme ça en barre à jeu, en ludothèque, etc., honnêtement testez-le, vous allez vous marrer. Alors ici pareil, je vais passer très vite dessus. Discovery, on en a déjà parlé sur cette chaîne lors d'un précédent marathon ludique. C'est un jeu pour faire le tour un petit peu de l'évolution humaine à travers les premiers âges, à travers la préhistoire. Donc le but du jeu, c'est de se défaire de sa main, et donc pour se défaire de certaines cartes, il va falloir qu'il y ait certains prérequis posés sur la table. Et comme c'est un jeu sur l'évolution, et bien par exemple si vous voulez poser la chasse, admettons, eh bien il va falloir peut-être que vous ayez déjà posé Néandertal et peut-être les pieux, voilà, ou la sagaie. Donc voilà, c'est tout simplement ça. À chaque fois que vous finissez une ère, puisqu'il y a 6 aires en fait dans le jeu, ou que vous en commencez une, et bien vous avez un pouvoir spécial qui vous permet soit de rejouer, soit d'appeler justement une innovation pour pouvoir vous défaire de vos cartes qui sont bloquées parce que les précédentes, les prérequis n'ont pas été joués. Et puis voilà, dès que vous vous défaites de votre main, pareil, il y a un pouvoir, et puis vous redonnez des cartes aux adversaires, etc., etc. Ça a très peu d'intérêt ludique, hein. Honnêtement, aucun, aucun. Voilà, c'est juste vraiment, nous on a la grande qui adore y jouer parce que tout simplement, elle adore l'histoire, et donc du coup, elle aime bien voir un petit peu comme ça, il y a eu le feu, et puis après il y a eu la sagaie, puis le gars les bifaces, etc., etc. Donc c'est sympa, hein, honnêtement, mais voilà, pas tous les jours, ça c'est sûr. Alors ensuite, avant de démarrer tout ce qu'il y a là-dessous, il faut pas que j'oublie un jeu quand même, il faut que je vous parle du Temps des Moissons. Qui a été pour moi un jeu coup de cœur lors de ce marathon ludique. C'est vraiment... Alors c'est une boîte vers laquelle je ne serais pas allé de moi-même, parce que voilà, je trouvais pas le design très attirant, et puis bon, le Temps des Moissons, moi j'ai déjà Agricola, enfin voilà, des jeux comme ça sur le thème agricole, il y en a déjà plein. Et puis c'est mon frère qui a, alors je sais pas si on lui a offert, je sais pas s'il l'a acheté, j'en sais rien du tout, qui nous a mis ça en place donc là un soir. Et vraiment, c'est un excellent jeu. Moi, je vous recommande le Temps des Moissons. Pour moi, c'est un espèce de mix entre, allez, Agricola, Seven Wonders et peut-être The City, pour ceux qui connaissent. Voilà, je sais pas si vous connaissez The City, mais voilà, c'est un mix un petit peu entre ces trois jeux. Voilà, là où en fait, dans Agricola, eh ben, vous allez avoir affaire à une agriculture un petit peu de subsistance. C'est-à-dire qu'il y a, des fois, il y a des joueurs dans Agricola qui sont un petit peu frustrés parce qu'ils estiment que on commence vraiment à démarrer la partie plutôt vers la fin, c'est-à-dire que c'est là où on commence à prospérer et tout, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, et on est un petit peu frustré de s'arrêter là parce que voilà, on s'est sorti de la mouise, voilà, Agricola on part quand même de rien, et puis on voit que notre exploitation commence à prendre de l'ampleur, et donc le jeu s'arrête, voilà, le jeu s'arrête, c'est bon, on n'a plus faim, donc le jeu s'arrête. Et donc ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on fait pas plus, voilà, on aimerait avoir peut-être une exploitation avec un petit peu plus de surface, avec peut-être un petit peu plus de bétail, etc., etc. Ben là, pour le coup, dans le Temps des Moissons, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez prendre les rênes en fait d'une exploitation
agricole moderne. Et donc ça veut dire tracteur, ça veut dire machine, ça veut dire vraiment s'étendre sur la table. Et c'est un jeu qui prend de la place d'ailleurs parce que vous allez poser vraiment beaucoup de choses devant vous. Donc comment ça se passe? En fait, à chaque tour de jeu, eh bien, vous allez avoir 4 piles de cartes devant vous. Donc il y a tout ce qui est champ, tout ce qui est bétail, tout ce qui est construction, c'est-à-dire les petites améliorations de type qu'est-ce qu'on a? On a les hangars, les serres, etc., etc. Et puis après il y a les bâtiments. Alors les bâtiments, c'est les gros trucs genre maison de visiteur, voilà, pour faire visiter votre ferme ensuite, la maison du fermier, ce genre de trucs là. Donc chaque joueur va sélectionner, je sais plus si c'est 6 ou 8 cartes, voilà, dans sa main. Parmi ces tas, c'est vraiment lui qui compose en fait sa main de départ en fonction des tas qui l'intéressent. Et donc là on va drafter, en fait on va faire le tour de table comme ça pour garder une carte, faire passer à son voisin de gauche qui va en garder une également, etc., etc. Et donc on va faire sa main complètement comme ça avec cette phase de draft, comme dans Seven Wonders, comme dans beaucoup de jeux aujourd'hui en fait finalement. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va avoir des tours de jeu tout simplement qui vont s'enchaîner où on va choisir une carte, la poser face cachée, et donc là on va décider de ce qu'on en fait, un petit peu comme dans Seven Wonders en fait. On va décider soit de bâtir ce que l'on a sous la main, donc un champ de maïs, un verger, etc. Il y a vraiment beaucoup de choix, hein. Vraiment si vous avez envie d'avoir un jeu très complet sur l'agriculture, prenez-le, parce que là vous allez tout avoir quoi. Vous allez avoir les courges, vous allez avoir le maïs, vous allez avoir le blé, vous allez avoir les pommes, les olives, enfin de tout, vraiment. Vous allez avoir du riz même, hein, vous pouvez faire du riz. Vous allez avoir des poulets, des dindes, des oies, des canards, vous allez vraiment avoir toutes les volailles, vous allez avoir les bœufs, vous allez avoir les chevaux, en fait tout. Vraiment, quand je vous dis, c'est un jeu complet, c'est vraiment très complet. Et donc vous allez pouvoir bâtir donc ces fameux bâtiments, entre guillemets, vous allez pouvoir sacrifier vos cartes donc face cachée pour récupérer de l'argent à la banque. Vous allez pouvoir aussi les sacrifier pour acheter des silos à grains qui vont vous permettre de stocker la marchandise, parce que là il faut acheter les silos pour stocker, c'est pas comme dans Agricola où c'est infini. Vous allez pouvoir aussi les sacrifier pour acheter des châteaux d'eau, parce que l'eau est un élément clé de ce jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir irriguer vos champs, parce que sinon il va rien pousser dedans tout simplement, et donc ça va devenir des friches. Alors là après c'est une merde monumentale, quand vous avez une friche en fait il va falloir la réhabiliter, etc. derrière et tout, donc surtout faites très attention à l'eau dans ce jeu. Donc il y a des bâtiments comme ça qui sont adjacents ou situés à 2 cartes d'écart et qui vont comboter, donc c'est parfait, on calcule énormément dans ce jeu, je pense que vous l'aurez compris, c'est un jeu extrêmement calculatoire, encore plus qu'Agricola je trouve, Je suis sorti de ce jeu en me disant ouais, on a passé un cap là encore. On a passé un cap, vraiment c'est très bon. On a vécu une partie qui était extrêmement serrée en plus. Pour le coup, ça se joue vraiment à un point à la fin, donc à moins que vous fassiez vraiment de grosses erreurs, voilà, comme justement ce que je disais tout à l'heure, ne pas irriguer un champ, ce genre de choses là. Vous pouvez acquérir également de l'outillage qui va vous permettre d'upgrader certains bâtiments avec des tuiles, etc. Donc c'est vraiment très varié là aussi. Vous allez acheter des tuyaux d'arrosage, des générateurs électriques, des abreuvoirs, plein de trucs. Et donc une fois que vous avez construit, en fait, vous allez déclencher toutes les actions dans votre ferme, les uns après les autres. Donc c'est pareil, là en fait on les déclenche pas forcément dans le même ordre d'une ferme à l'autre, il va falloir bien réfléchir, parce que peut-être c'est bien d'abord irriguer les champs, récolter ensuite ces moissons, et puis ensuite pouvoir récupérer de l'argent en vendant des bœufs ou j'en sais rien, ou peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire parce que t'as plus de place dans les silos en fait, et donc t'as plus de place pour stocker tes ressources, et il va falloir d'abord vendre ces ressources, et puis ensuite aller faire ces moissons et ce genre de choses là. Voilà, donc il y a plein de trucs à réfléchir. Honnêtement, moi c'est un jeu que je vous conseille énormément si vous êtes fan de jeux cube en bois, à l'allemande, etc. Alors pour le coup c'est pas un jeu allemand, j'ai regardé les noms derrière, je crois que c'est essentiellement grec, voilà, parce qu'il y a énormément de noms grecs sur les remerciements et tout, donc je pense que c'est un jeu qui a été fait en Grèce, et honnêtement c'est une pépite, franchement passez pas à côté si vous aimez ce genre de jeu. En tout cas, le temps des moissons est validé. Alors ça c'était un de mes coups de cœur lors de ce marathon ludique, mais il y en a eu d'autres. Et là, les jeux qui vont suivre, vous allez voir. Alors ici, j'ai 878, l'âge des Vikings. Regardez cette illustration déjà. Enfin, comment ne pas acheter un jeu pareil? Déjà, tu tombes sous le charme, c'est forcé. Et alors, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'aime bien les jeux histo. Moi, j'aime bien les jeux historiques, et j'aime bien les card driven, j'aime bien les jeux comme ça qui collent à ce qui s'est vraiment passé en fait dans l'histoire réelle. Et donc là, hop, si vous connaissez un petit peu, vous reconnaissez ici le petit logo Birth of, et donc là c'est Birth of Europe, et vous savez que sur la chaîne on a déjà abordé 1775, la révolution américaine qui fait partie de la collection Birth of America, donc qui parle en fait de la rébellion des Américains contre
j'allais dire l'oppresseur, c'est pas ça, mais contre l'Empire britannique en fait, pour devenir indépendant. Et bien là, hop, on va parler des invasions vikings en Angleterre, en Europe. C'est une autre collection, voilà, qui parle des hauts faits historiques européens. Et donc je pense que je vais faire un carton sur cette collection parce que vraiment le système de jeu alors ressemble beaucoup du coup à 1775. Il y a quelques petites modifications, je dirais même améliorations, pour ma part, je trouve, dans ce système. Alors, il y a une magnifique carte comme ça de la Grande-Bretagne. Les illustrations sont très belles. Et alors, on va avoir vraiment, là, contrairement en fait à 1775 où on avait certes des factions asymétriques, voilà, qui n'étaient pas les mêmes, mais qui avaient un petit peu le même objectif, ici, ça va être très différent. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir affaire à une typologie de jeu, là, avec les vikings d'un côté, donc deux factions vikings, donc on peut jouer avec deux joueurs qui incarneront le camp viking, qui vont vraiment arriver par gros bateaux comme ça. Il va y avoir un bateau qui va arriver par tour, mais un bateau vraiment rempli à ras-bord, c'est-à-dire que dedans il va y avoir énormément de vikings et ils vont débouler comme ça sur la carte, et leur but ça va vraiment être d'enfoncer ici, de s'enfoncer dans le territoire et de récupérer des villes d'importance, des comtés majeurs, dit-on, voilà. Comtés majeurs sur lesquels ils vont scorer des points, et comtés majeurs sur lesquels en plus les renforts de l'adversaire vont popper, donc c'est très intéressant en fait de lui couper ses vivres. Donc, du côté viking, ça va être ça. En fait, ça va être la course aux villes, et ça va être s'enfoncer comme ça, avec de gros effectifs comme ça, vraiment rassemblés au même endroit, genre bulldozer. Mais voilà, on se répand pas beaucoup sur le plateau de jeu. Et en face, on va avoir les Saxons, qui, eux, sont dans l'attente, et vraiment en défense, c'est-à-dire que leurs renforts vont popper un petit peu partout sur le plateau de jeu, et pas en un seul gros tas comme ça. Donc ils vont être très présents partout sur le plateau, mais en petit effectif. Et leur but du jeu, bien entendu, ça va être de défendre ces points d'intérêt jusqu'à au moins l'arrivée de leur roi, donc Alfred, voilà, qui va essayer de les regrouper sous une même bannière, et essayer lui aussi de faire un gros morceau comme ça qui va foncer dans les vikings. Voilà, donc c'est vraiment deux façons très différentes de jouer. Alors là, comme dans 1775, je le disais, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, et c'est même plutôt conseillé, parce que moi je trouve que quand on joue à 2, alors c'est très intéressant, hein. Honnêtement, c'est des jeux qui sont extrêmement intéressants à jouer à 2, pour le coup. Mais ce sera un petit peu plus lourd, bien entendu, si vous ne jouez qu'à 2, puisqu'il va falloir, pour vous, eh bien, gérer les deux factions de chaque camp. Ce qui veut dire des tours de jeu un petit peu plus lourds, parce qu'il va falloir que vous regardiez les cartes des deux factions, il y a des événements qui peuvent se déclencher pendant le tour d'une autre faction, ou pendant le tour de l'adversaire, donc il va falloir faire attention à tout ça, alors que si on est 4 autour de la table, eh bien ça va être beaucoup plus fluide, et on a le temps de regarder ces cartes bien avant, on a 3 tours de jeu pour se préparer, donc normalement c'est suffisant. Voilà, donc après on retrouve un petit peu comme dans 1775, eh ben, des dés différents par faction, nombre de dés différents par faction, des faces différentes par faction, on a toujours ce système de dégâts chez l'adversaire en commençant par le défenseur, hein, c'est la petite originalité, c'est le défenseur qui commence à attaquer en gros dans ce jeu, voilà, dès qu'il est agressé. On va avoir donc du coup la fuite avec des unités qu'on va pouvoir redispatcher au tour suivant. On va avoir les manœuvres, alors qui cette fois-ci ne sont plus obligatoires, il me semble que dans 1775 ce sont des manœuvres obligatoires, hein, les retraites. Là c'est plus du tout ça, donc on peut choisir de se barrer ou pas une fois qu'on a ces faces là de dés. Les batailles continuent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun survivant sur le champ de bataille, donc ça c'est toujours aussi simple. Ensuite, vous avez alors une petite originalité aussi là, c'est que quand vous attaquez des comtés majeurs avec les vikings, eh bien les Saxons, eux, peuvent lever en fait une armée de paysans. Il y a les paysans qui se révoltent contre vous, donc il y a un deck paysan, voilà, avec des Fears, comme on les appelle dans le jeu. Et donc on pioche une carte, on voit l'effectif qui arrive, et donc ils arrivent sur le champ de bataille pour défendre leur ville, en plus des troupes qui sont déjà là. Donc voilà, c'est... Alors après les paysans fuient assez rapidement hein, devant les vikings, donc voilà, n'ayez pas peur. Ils arrivent très nombreux, et puis ils se carapatent en général assez vite. Et alors la grosse différence avec 1775, c'est que dans 1775, il n'y avait pas de figurines, hein, c'était des petits cubes en fait, des petits cubes de couleur. Ici vous avez les figurines. Si vous devez choisir entre les deux jeux, pour le coup je trouve que celui-ci est meilleur. Voilà, moi je garderai toujours 1775 parce que j'aime l'histoire et donc j'ai envie de jouer à d'autres thèmes que les vikings. Mais sinon voilà, vous serez pas perdu si vous aimez 1775, vraiment 878 c'est à peu près la même chose. Faut relire les règles quand même parce qu'il y a des petits trucs qui changent. Mais voilà, là ils disent 60-120 minutes. Ouais, alors ça c'est vraiment, comme je vous dis, c'est quand vous connaissez peut-être un petit peu le jeu, mais surtout quand vous jouez à 4 en fait, et que chacun gère une faction. Parce que là, nous à 2, on a passé facile 3h30 hein, dessus. Après, on était calme, c'était un rythme très tranquille et tout, mais on a passé 3h30 dessus à 2. Après, honnêtement, les 3h30,
On les a pas vus passer, en tout cas moi je les ai pas vus passer. Alors j'ai gagné vraiment de justesse, hein, je vous le dis. Donc c'était très équilibré, vraiment une partie de haute volée, ça nous a beaucoup plu. Voilà, si vous aimez vraiment les jeux histo, foncez quoi. Alors ici, encore un coup de cœur, hein, vraiment, ça a été un excellent marathon ludique, Quartermaster Général. Deuxième édition, avec un petit trick-track d'or. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est trick-track d'or Wargames 2016, mais je sais pas si en 2016 c'était la seconde édition. Hein. Alors moi je connais pas la première édition, donc je pourrais pas vous la commenter du tout. Par contre, ben, celle-ci en tout cas, c'est pareil, c'est un jeu que je vous recommande chaudement si vous aimez les jeux histo. Si vous aimez les jeux de guerre, les jeux de conquête, voilà, vous cherchez, allez admettons, on va faire simple. On va dire, si vous cherchez un truc dans lequel vous pouvez jouer à 6, voilà, en respectant ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors attention, ça va pas être comme dans 878, l'âge de Viking, là ça va pas être des déplacements forcément de troupes et tout, ça va plutôt être un jeu d'approvisionnement avec vraiment une vision Quartermaster Général, voilà, une vision très stratégique en fait de la guerre. Vous le voyez ici, on a une grosse carte, voilà, alors on va pouvoir incarner, je vous l'ai dit, 6 factions dans ce jeu, et je vous recommande de jouer là aussi à 6 joueurs avec, moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer à 6 joueurs avec chacun incarnant une faction, parce que sinon je pense que ça aurait été l'enfer à jouer à 2 joueurs. Donc vous avez bien entendu le Royaume-Uni, vous avez les États-Unis et vous avez ils sont où, les Russes, voilà, l'URSS dans les forces alliées, et puis vous allez avoir 3 joueurs qui vont jouer donc l'Italie, l'Allemagne nazie et puis le Japon impérial. C'est génial. Franchement, chaque faction a son propre mode de jeu. Par exemple, typiquement, ben, les nazis, ça va être l'offensive à toute berzingue. Le Japon, ça va être la préparation d'attaque surprise avec... Ils sont très puissants, le Japon, faites très attention à eux. Les États-Unis ont un deck surpuissant. Le Royaume-Uni, le but du jeu, ça va être surtout de tenir, voilà, sur son île, coûte que coûte, et de éventuellement faire popper des troupes dans les colonies. C'est pas si évident que ça. Les Russes, ben, ça va être de préparer la défense de Moscou et puis après de rouler sur les nazis. Les Italiens, ça va être un rôle un petit peu plus d'appoint pour les nazis. Voilà. La personne qui a joué les Italiens a pesté tout le long du jeu parce qu'il estimait qu'il n'avait pas grand chose à faire et que... Mais en fait, je pense que c'est un jeu qui, effectivement, peut frustrer si vous vous attendez à faire un jeu de guerre où vous allez beaucoup sortir de votre pays et rouler sur les autres, etc. Alors... Peut-être que ça sera le cas, voilà, si vous tombez peut-être sur les Américains, ou sur les Japonais, ou etc., etc. Mais c'est vrai que si vous tenez les Italiens, par exemple, ça va être un petit peu plus compliqué. D'autant plus que vous allez subir les foudres un petit peu du Royaume-Uni au nord, qui va pouvoir faire péter des bombes chez vous, etc., etc. Donc, et qui va essayer de déclencher la résistance, par exemple, en France, et donc du coup va pas mal vous stopper. Voilà, c'est plus... Voilà, il y a des factions qui sont en rôle plus... qui ont un rôle plus mineur, plus discret, voilà, et qui sont plus en rôle de soutien. Personnellement, alors ça me dérange absolument pas. Moi, à partir du moment, si vous voulez, où ça respecte un petit peu, eh bien, ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, moi, ça me va très bien. Et c'est clair que les Italiens, voilà, ils se sont pas répandus très loin, malgré leur objectif de refonder l'Empire romain. Donc, je veux dire, voilà, ils ont... Toutes les factions pour moi sont intéressantes à jouer. Donc le but du jeu dans le Quartermaster Général V2, eh bien ça va être d'occuper des points d'intérêt, là aussi un petit peu à la manière des villes en fait sur l'âge des Vikings, et qui vont vous faire scorer à chaque tour de votre faction, et donc du coup plus vous scorez, plus vous vous rapprochez de la victoire, tout simplement. Pour tenir, eh bien vous pouvez pas blinder comme ça avec énormément de troupes, hein, c'est max une troupe par faction, donc il est assez facile en plus de déloger les factions parce qu'il suffit de jouer une carte en fait bataille et puis il n'y a même pas de combat en fait, la faction saute. Et alors tant que vous êtes sur ces terrains comme ça qui scorent, ben, vous êtes approvisionné, donc là ça se passe pas trop mal, mais en fait les troupes, dès que vous coupez en fait les lignes d'approvisionnement, c'est-à-dire dès que vous cassez en fait, ben, voilà, une ligne qui va d'un point d'intérêt à un autre, et ben l'approvisionnement va être coupé. Alors sur votre terrain d'intérêt, ça y a pas de problème parce que vous êtes approvisionné, mais vous allez vite vous retrouver isolé parce que si on coupe ben, votre ligne d'approvisionnement, peut-être que toutes les troupes autour vont peut-être sauter, et donc vous aurez du mal à vous défendre. Donc je trouve que le système de jeu
est très malin, c'est très vite expliqué. Et pour le coup, on vous dit qu'il est jouable en 2 heures. Si vous êtes à 6 factions, vous les tenez les 2 heures, il n'y a aucun problème. Voilà, à 2, très certainement que ça va durer plus longtemps, je pense. C'est un jeu qui est très punchy, très dynamique, parce qu'il n'y a qu'une action à faire par tour. Au final, vous jouez une carte voilà, qui va vous dire c'est de l'attaque, c'est de la construction d'armée, c'est un piège voilà, que vous pouvez placer. Donc vous attendez que les conditions soient réunies pour déclencher votre piège. Il y a un petit effet Yu-Gi-Oh! Là, on a beaucoup rigolé avec ces cartes pièges pendant la partie, parce que c'est vraiment... voilà, tu sais qu'il y a un mec qui a 3 cartes pièges devant lui, tu réfléchis un petit peu avant de l'attaquer. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, non, c'est un jeu moi que je conseille énormément. Voilà, joli petit meeple, jolie carte, jolie map, vraiment très fluide, très sympa. Pour moi, celui-là, ça devient un essentiel. Voilà, très bon, très bon. Et ça m'étonne pas qu'il ait reçu le prix. De toute façon, je vais vous dire, on va faire une petite confidence. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni rien, mais honnêtement, les jeux asynchrones, hein, tu peux y aller un peu les yeux fermés. Hein. Honnêtement. Moi j'ai pas un seul jeu asynchrone que je regrette d'avoir acheté, quelque part. Alors, on va terminer ici, alors il y a des boîtes de jeux dessous, mais c'est surtout pour surélever. On va terminer ici avec le fabuleux HeroQuest, je vais passer assez rapidement dessus. En général, vous connaissez ce jeu. Je vous invite à aller visionner la vidéo qui lui est dédiée sur la chaîne, si vraiment, voilà, vous connaissez pas, ou si vous avez envie de vous refaire un petit trip nostalgique, un petit trip Madeleine de Proust. Pourquoi on a refait HeroQuest ce week-end là? Tout simplement parce que là, ça y est, j'ai la petite. Donc la grande y jouait déjà, et la petite maintenant, ça y est, parvient à y jouer en autonomie. C'est-à-dire qu'elle joue le nain, donc il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de... Voilà, donc du coup, elle lance les dés, elle avance, elle tape, elle fouille beaucoup avec le nain. Elle fouille beaucoup les trésors. Pendant que sa sœur, elle, se tape les orques, les lutins et les fimir en pagaille. Le nain, lui, s'en met plein les poches, mais donc voilà, HeroQuest, jeu de figurines, jeu de rôle plateau, ce que vous voulez. C'est de l'excellent dungeon crawling comme ça pour initier tout le monde, j'ai envie de dire, aux jeux de plateau, et aux jeux de figurines en général. Donc voilà, moi je suis ravi que mes 2 filles puissent y jouer désormais, ça permet de faire des parties un petit peu plus intenses. Elles sont ravies de jouer ensemble, de s'entraider, voilà, elles se partagent les potions et tout, voilà, on améliore quelques petits trucs de temps en temps. Donc voilà, HeroQuest a été pratiqué ce week-end pour notre plus grand plaisir à tous les 3. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, j'espère que ce marathon ludique vous aura plu, qu'il vous aura donné plein d'idées de jeux, voilà, vraiment ça a été une bonne cuvée. Voilà, il y avait pas mal de jeux pour enfants, mais il y avait aussi quand même, je vous dis, 3 bons gros coups de cœur, cette fois-ci, entre Le Temps des Moissons, 878, L'Âge des Vikings, et puis Quartermaster Général V2, vraiment, moi, là j'ai 3 jeux, que vraiment j'apprécie énormément, et je me rends compte que plus ça va, plus je vais vers ce type de jeu. En plus, alors Temps des Moissons mis à part, mais type de jeu histo comme ça, la Quartermaster Général et 878, c'est vraiment le genre de jeu qui me plaît énormément, et je vois que j'ai des joueurs qui sont intéressés par ce type de jeu là aussi, donc tant mieux, c'est vraiment un style qui fait mouche, voilà. Donc je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.